Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci de me recevoir. Je suis très enchanté que ma structure vous accueille aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Vous avez de beaux bâtiments. Merci beaucoup. Et je pense que vous allez apprécier la qualité de notre média, de notre groupe. J'ai hâte. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans votre émission Face à Face. Avocate de profession, militante engagée, c'est une dame déterminée qui a porté sa voix dans l'opposition camerounaise et qui s'est imposée dans la politique de notre pays. Malgré cette image d'une dame combattante, son parcours est jalonné de haut et de bas. Vous saurez qui nous allons recevoir ce soir, juste après cette transition. Elle était attendue par plusieurs parmi vous qui ont certainement vu des flyers, l'annonce de son passage sur notre média. Mais pour ceux qui ne savent pas et qui nous rejoignent à l'instant sur Carrefour Télévision, voici Michel Ndoki. Bonsoir à tous. Bonsoir Michel. Monsieur Kouka. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur le plateau de Carrefour Télévision dans Face à Face et surtout que c'est la première fois? C'est un grand plaisir, compte tenu de la distance entre le centre-ville, comme on l'appelle, et vos locaux. Je suis vraiment impressionnée par la qualité de vos conditions de travail. Et c'est un plaisir d'être là. Et l'accueil, est-ce que vous avez apprécié? Oui, une équipe souriante, dédiée, engagée, disponible et manifestement professionnelle. C'est vraiment tout à votre honneur. Alors, pour commencer notre émission, la première question que j'ai envie de vous poser est celle de savoir, après votre exclusion du MRC, au-delà de tout ce que vous avez donné à ce parti politique, aviez-vous considéré cet acte comme une trahison, ou tout au moins comme une justice, ou encore, j'ai envie de dire, que vous méritiez cette sorte de punition de leur part? Je ne serais pas aussi mélodramatique. Bon, déjà, peut-être parce que mon exclusion du MRC date de juillet 2023. Donc, vous voyez, dans quelques semaines, ça fera 2 ans. Donc, j'ai eu le temps de passer à autre chose, vraiment complètement passer à autre chose ou revenir d'une manière différente à ce qui m'a toujours intéressé, occupé en politique. Comment est-ce que je peux contribuer à améliorer le destin commun des Camerounais? Est-ce que la décision a été justifiée? Je me suis longuement expliqué à l'époque. J'en suis absolument pas convaincue. Les éléments de preuve des faits qui m'étaient reprochés ont été discutés. J'ai pu, devant les organes compétents, expliquer pourquoi est-ce que ça me paraissait d'une grande légèreté. Ceci étant, quand vous êtes une actrice politique, vous savez que même si vous avez confiance dans votre opinion, ce n'est pas votre opinion qui compte. Ce qui est important, c'est de prendre en compte l'opinion des autres parce que vous travaillez pour une collectivité. Dans le cas d'espèce, il y avait le comité de médiation. Ils ont pris une décision, je l'ai respectée et j'ai continué mon chemin. Je suis contente de voir que cela ne m'a pas coûté l'estime et l'affection des Camerounais qui continuent de me témoigner les deux tous les jours. Revenons sur cette exclusion. Est-ce que ce n'était pas dû à une ambition démesurée de votre part? Non, je ne vois pas ce qu'il y a de démesuré à vouloir proposer son projet, sa vision pour une formation politique. Je crois que on aurait pu
si c'était ça le problème, laisser la compétition se faire et se soumettre à la décision de la base militante du parti. Mais quand vous avez, juste après l'annonce d'une candidature, une procédure disciplinaire légère, pour dire le moins, et une exclusion, une deuxième candidature, parce qu'il n'y a pas eu que moi, hein, Richard Tamfou, quelques semaines après, suivi d'une exclusion de sa part, pour lui également, vous vous dites que ce n'est pas le côté démesuré de l'ambition qui est problématique. C'est peut-être justement... Vouloir prendre la place du président de ce parti, c'était quand même un peu osé, non? J'ai envie de répondre sur une question de principe, et c'est très important parce que c'est aussi ce principe que nos compatriotes doivent comprendre. Quand on brigue des fonctions, on ne prend pas la place de quelqu'un. C'est la place d'un certain nombre, d'une personne à un moment, ça doit, c'est la définition même de la formation politique, c'est la définition même de la collectivité. Quand vous avez une position de leadership, vous avez une position de leadership, ça ne veut pas dire qu'elle vous appartient. Ça veut dire que vous avez la responsabilité à un moment de faire quelque chose qui a été confié à vous, à d'autres avant, et qui doit être confié à d'autres ensuite. Ce qui est important, c'est la communauté. À partir de ce moment-là, je crois qu'il faut surveiller notre vocabulaire et changer notre approche par rapport à ces choses. Un parti politique appartient à la base militante. Sans la base militante, il n'est rien. À un moment donné, vous pouvez avoir un empêchement d'un leader ou d'un autre. Mais si la base politique n'est pas là, c'est la fin du parti. Est-ce à dire que le directoire de ce parti ne comprend pas cette réalité? En cela, il ne serait pas très original. Je crois que aujourd'hui, dans les différentes formations politiques, dans le landerneau politique de manière générale et même dans le landerneau associatif, il y a une tendance que l'on pourrait considérer comme culturelle à l'appropriation des fonctions. C'est regrettable parce que c'est comme ça que l'organisation dans son ensemble commence à dysfonctionner. Nous en avons la preuve au niveau des formations politiques, nous en avons la preuve au niveau de l'État. Notre démarche en tant que leader politique, c'est justement d'appeler l'exécutif de cette nation à comprendre qu'il ne faut pas s'approprier les fonctions exécutives. Comment nous voulons le faire comprendre si nous ne le comprenons pas dans notre vie à nous? D'accord, Michel, mais parlons de vous en tant que militante engagée. Est-ce que c'est le MRC qui vous a mis en lumière? Que pensez-vous de ceux qui disent que c'est grâce au MRC que vous avez été découvert ou encore connu sur le plan politique? C'est leur opinion, je la respecte. Pour moi, ce n'est pas très important. Pendant que je travaille, comme je vous ai dit, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je vais impacter positivement le devenir commun de nos nations. Les jugements, est-ce que je suis en lumière ou je ne suis pas en lumière, c'est à vous de me le dire. Moi, je n'en sais rien. Je suis occupée à travailler. Mais entre nous, quand même, ce fameux procès post-électoral ne vous a-t-il pas boosté un peu, boosté votre personnalité quand même? Alors, le procès, d'abord, ce n'était pas le procès du MRC. Remettons les choses dans leur contexte. Le Conseil constitutionnel a été saisi par Maurice Kamto, candidat malheureux aux élections présidentielles, d'après les résultats officiels, d'une contestation. Et parmi plus d'une dizaine d'avocats, j'ai été invitée à présenter la plaidoirie de ce groupe, une partie de la plaidoirie de ce groupe d'avocats pour le candidat qui contestait la sincérité et la véracité du scrutin. Est-ce que ma plaidoirie a été remarquée? C'était quand même une onde de choc. Oui, mais c'était justement Michel Ndoki qui faisait son travail d'avocat à ce moment-là. Est-ce que c'est parce qu'elle était dans le MRC? Est-ce que c'est parce qu'elle est avocate? Je ne saurais jamais vous dire. Comme d'habitude, en ce qui me concerne, j'étais très occupée
à travailler. Dans l'une de vos récentes, j'aimerais même savoir, est-ce que c'est confirmé dans l'une de vos récentes sorties, vous avez loué les mérites du professeur Kamto? Je ne sais pas. Sur une radio concurrente, vous avez été reçu et vous avez parlé du professeur Kamto comme un homme d'expérience, Adéry. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, je suis souvent reçue par les médias, mais oui, c'est quelque chose que je pense très profondément du professeur Kamto. Je crois que c'est un homme d'expérience. J'ai dit à plusieurs reprises à quel point j'étais sensible et impressionnée par sa pugnacité, par la constance avec laquelle il porte une, comment dirais-je, une ambition pour le Cameroun. Et en ce sens, je crois qu'il ne me contredirait pas, hein, nous nous retrouvons parce que tous les deux, nous avons de l'ambition pour ce pays. Certains y voient une sorte de tentative de réconciliation. Pour ça, il faudrait que nous soyons brouillés. Pas à ma connaissance. À ma connaissance, nous ne sommes pas brouillés. Il y en a qui disent, est-ce qu'elle va retourner au MRC, surtout après ses propos? Oui, c'est une attitude tellement camerounaise qui consiste à, comme on dit chez nous, lire les lettres dans les enveloppes. Mon retour dans une formation politique n'est pas l'actualité. Je travaille et j'espère que nous allons avoir l'occasion d'en parler pour une organisation de la société civile qui s'appelle les Bâtisseurs de la Nation. On va y arriver, Michel Ndoki. Mais avant cela, je vais vous permettre, à vous et aux téléspectateurs nombreux qui nous regardent en ce moment, de regarder ce reportage ou alors ce portrait dressé par l'une des nôtres à Carrefour Télévision. Elle s'appelle Diane-Laure Miseko. On regarde. Elle a la tête sur les épaules. Michel Ndoki, cette avocate inscrite au barreau du Cameroun et de Paris et militante politique camerounaise. Née le 31 mars 1973 en France, de parents camerounais, la famille de Michel Ndoki rentre au Cameroun lorsqu'elle a 1 an et demi. Elle va à l'école du centre à Yaoundé, ensuite au CES de Ligue Sono. Elle obtient son baccalauréat en 1991 au lycée Jos de Douala. Voulant faire des études de psychologie ou de marketing, son père, qui finance ses études à Reims, en France, lui recommande le droit des affaires. Elle obtient ainsi un diplôme d'études supérieures en droit privé avec une spécialisation en droit des affaires. Elle rentre au Cameroun en fin 1997 et rejoint le cabinet de maître Marie-André Ngoué. Elle y travaille pendant 5 ans comme juriste en conseil et droit des entreprises. Elle rejoint de 2006 à 2012 les groupes Orange et Guinness. Elle redevient conseiller en indépendant avant de compléter son accès à l'avocature. Secrétaire générale du centre d'arbitrage du groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, par la suite, affectée notamment à la lutte anticorruption, cette femme téméraire revient à la profession d'avocate. Elle prête serment le 4 juillet 2015. Début octobre 2015, elle remporte ex aequo avec une avocate tunisienne, Yasmine Atia, le premier prix du concours de plaidoirie francophone contre la peine de mort, organisé par l'organisation non gouvernementale Ensemble contre la peine de mort, en partenariat avec le ministère français des Affaires étrangères, l'Organisation internationale de la francophonie, le Conseil national des barreaux français et la Conférence internationale des barreaux des traditions juridiques communes. Son entrée en politique fut avec le Cameroun People's Party, CPP, de Edith Kawala, qu'elle quitte par la suite en 2014. Puis s'engage dans les actions avec la société civile durant 2 ans avec des organisations telles que Freedom Generation et Rally, le parti politique, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en décembre 2016, où elle devient première vice-présidente nationale des femmes du MRC et responsable des activités du parti dans la première circonscription de Douala. Elle soutient le MRC aux élections de 2018. Michel Ndoki est présente lors des manifestations du 26 janvier 2019 à Douala. Elle quitte le cortège lorsque les forces de l'ordre commencent à tirer. Célestin Djamène est blessé à la jambe. Poursuivi par un policier qui l'a reconnu, celui-ci tire à plusieurs reprises et elle est blessée à la cuisse. Elle présente des impacts de balles. Elle est amenée à l'hôpital et en ressort le lendemain. Retrouvée, elle est mise aux arrêts le 26 février 2019.
Après plus de 8 mois de détention, elle est libérée le 6 octobre 2019, en même temps que le président du MRC Maurice Kamto et les autres leaders du parti arrêtés en janvier de la même année. Un peu effacée depuis sa sortie de prison, la vice-présidente de la section des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maître Michel Ndoki, s'est mise en retrait des activités du parti. Cette décision a été motivée par le refus du parti de participer aux dernières élections législatives. Elle a appelé ses camarades du MRC à tourner la page du hold-up électoral. Dans un test publié le 18 mai 2020 dans un de ses comptes Facebook, elle a exprimé son souhait de passer à une autre étape du combat. Cette femme politique a estimé que la revendication de la victoire supposée du leader du MRC Maurice Kamto au scrutin de 2018 a porté ses fruits. Son appel n'a pas été favorablement accueilli. Les réactions négatives ont inondé la toile, à l'instar du leader du Code et supporter de Maurice Kamto, Brice Nithieu. Florence Noumeau, avocate et opposante installée en France, s'est montrée plus tranchante face à cette situation. Suite à cette polémique, Célestin Djamène, alors secrétaire national des droits de l'homme, a apporté son soutien à cette dernière. Maître Ndoki a le droit de penser. Son absence a été remarquée lors des manifestations publiques organisées par le MRC et qui ont conduit à la mise en résidence surveillée de son leader. Ceci ne l'a pas empêché de défendre des manifestants interpellés par la police. En 2020, elle a été nommée dans la catégorie homme politique de l'année lors de la première édition des Cameroun Web Awards. Très récemment, Michel Ndoki devait comparaître devant les autorités dans le cadre de l'affaire qui oppose son ONG de défense des droits de l'homme, les bâtisseurs de la nation, au préfet du Vouri. L'avocate au barreau du Cameroun, Maître Michel Ndoki, a été convoquée par la division régionale de la police judiciaire du littoral suite à une plainte déposée par Siliak Mvogo, préfet du Vouri, contre Maître Alice Com, présidente du conseil d'administration du REDAC. Il va sans dire que les bâtisseurs de la nation est un mouvement de la société civile qui entend mobiliser les Camerounais dans 10 000 bureaux de vote pour la surveillance de scrutin lors de la prochaine présidentielle. Le mouvement Les Bâtisseurs de la Nation, cofondé par l'ancienne cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Michel Ndoki, a été officiellement lancé lors d'une conférence de presse à Douala. Ainsi, l'ancienne vice-présidente des femmes du MRC parle d'une organisation et mène la réflexion pour les Camerounais qui rêvent de se retrouver. Merci Diane-Laure Misekou pour ce reportage, pour ce portrait. Michel, tu as regardé avec nous ce portrait sur toi, qu'est-ce que tu en dis? En tout cas, vous la remercierez pour moi. Je trouve que c'est un très bel hommage pour l'essentiel. Je perçois une certaine approbation par rapport au travail que j'ai fait jusqu'ici et j'en suis vraiment très reconnaissante. Y avait-il une chose que vous aviez envie d'ajouter ou de dire? Non, pas que j'ai envie d'ajouter parce que je crois que si on est en train de travailler, il faut travailler. Voilà, il faut travailler, il ne faut pas en même temps s'occuper de dire aux gens ce qu'ils doivent retenir de votre travail. Je respecte le travail que votre collègue a fait et je la remercie pour ces mots. Alors, Michel Ndoki, votre mouvement de masse, les bâtisseurs, c'est un projet sérieux? Je l'espère. Je l'espère. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Ça, c'est sûr. On est dans une situation politique et sociale difficile, tendue, avec un tissu social qui s'effrite pour beaucoup de raisons. Beaucoup de nos compatriotes dans différentes parties du pays ont l'impression d'être isolés, marginalisés par rapport aux autres compatriotes sur notre territoire. Et dans ce cadre, les élections présidentielles en 2025 sont un grand moment de rassemblement. C'est un moment au cours duquel tous ceux qui se reconnaissent et que l'on reconnaît comme Camerounais vont pouvoir dire qui ils veulent pour présider à la destinée camerounaise pendant les 7 prochaines années. Donc, au-delà des difficultés que nous connaissons aujourd'hui, c'est une grande opportunité de revenir à l'essentiel. Et pour moi,
pour nous, en tant que cofondateurs des Bâtisseurs de la Nation, c'est l'opportunité de montrer aux Camerounais comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour tirer le meilleur parti possible de ce grand événement. C'est ça, les Bâtisseurs de la Nation. C'est, à l'occasion des prochaines élections présidentielles, 10 000 personnes qui observent le scrutin, chacune là où elle est, qui rendent compte à une équipe centrale, laquelle va pouvoir, au nom de ces 10 000 personnes, dire « Voici ce que nous avons observé sur le terrain par rapport au choix des Camerounais. » Est-ce que ce n'est pas un projet trop ambitieux? Absolument pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Le projet des Bâtisseurs de la Nation est un projet inspiré d'une initiative qui a déjà été mise en œuvre dans plus de 170 élections dans le monde ces 40 dernières années, dans des contextes similaires aux nôtres, c'est-à-dire... Oui, et je suis sûre que les 100 et quelques autres pays dans lesquels cette initiative a été menée peuvent dire la même chose. Le Cameroun, c'est pas, je ne sais pas moi, la Bulgarie, la Roumanie, le Zimbabwe, la Zambie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et chacun de ces pays est spécial. Et chacun de ces pays n'est pas l'autre. C'est-à-dire que la Zambie et le Sénégal ne sont pas pareils du tout. Pourtant, dans les deux pays, on a mis en place cette organisation. Et ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Ce que nous disons, c'est que nous, Camerounais, dans ce Cameroun qui est le Cameroun, nous allons reprendre le contrôle de nos vies, de reprendre le contrôle de nos voix. Il s'agit pour nous d'utiliser une faculté que nous donne la loi, la Constitution, celle de prendre une part active dans le processus électoral. Non, ce n'est pas trop ambitieux. Il y a des millions de Camerounais qui sont des électeurs, 10 000 personnes qui sont d'accord pour rendre compte de ce qu'elles ont observé pendant cette journée. Je ne vois pas pourquoi ce serait difficile ni impossible. Avant de continuer de parler des bâtisseurs, pourquoi avez-vous décidé de ne plus militer dans un parti politique? Parce que le reportage l'a dit. J'ai une expérience de parti politique dans 2 formations déjà. Et bien sûr, tout en étant dans une ou dans l'autre formation politique, j'ai observé la vie politique et l'action politique des autres formations. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'ils ont tous en commun, et je dis tous, une déconnexion par rapport à la réalité camerounaise, par rapport aux besoins, aux attentes, aux aspirations des Camerounais. C'est la raison pour laquelle l'extrême majorité des Camerounais ne sont pas encartés. L'extrême majorité des Camerounais se sont détournés de la vie politique. Il faut entendre cette sanction. Il faut entendre ce message que nous envoient nos compatriotes, qui est que ils n'ont pas confiance dans la capacité des formations politiques à offrir et à mettre en œuvre des solutions à leurs problèmes. Mais est-ce que les Camerounais ont la culture de la société civile? Ce n'est pas comme dans d'autres pays où ça passe facilement. Il y a quelques expériences. Je pourrais vous répondre 2 choses par rapport à ça. Premièrement, c'est que la culture, ça se construit. Et tant qu'on ne fait pas, on ne peut pas construire. Il faut essayer. Deuxièmement, oui d'ailleurs, ils ont la culture de la société civile parce qu'il n'y a pas une culture de la société civile. La société civile, c'est monsieur et madame tout le monde. Oui, nous avons l'habitude de nous exprimer, monsieur et madame tout le monde, sur des sujets qui nous occupent, qui nous préoccupent et de nous faire entendre. C'est ce qui a été fait dans notre pays depuis les Takumbeng, jusqu'à OTS, jusqu'à les Bâtisseurs de la Nation. Ouais. Et parfois, ces mouvements finissent par disparaître et on ne sait pas trop comment, puisque les Camerounais se posent la question de savoir qu'est devenu tel ou tel autre mouvement qui était surtout de la société civile. Par contre, les partis politiques restent encore même seulement sur le papier. S'ils sont restés sur le papier, je suis sûre qu'il y a des partis pour vous montrer des organisations de la société civile aussi.
Vous savez, Monsieur Ekoka, personnellement, j'essaye de prendre du recul par rapport à cette vision un petit peu narcissique de la vie politique. Il est important qu'on se souvienne qu'il ne s'agit pas de nous. À partir du moment où vous entrez en politique, vous entrez dans un monde où il s'agit de faire des choses qui vous dépassent. Ce qui est important, c'est de savoir où en est le Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons bâti? Et je suis fière de dire qu'aujourd'hui, nous avons une nation consciente de l'importance de la politique et de l'implication citoyenne dans la vie politique. C'est le résultat de toutes ces actions de partis, d'organisations de la société civile, de syndicats qui sont nés, qui ont vécu, qui ont disparu. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes en train de devenir. Et je crois qu'il y a des raisons d'espérer. Je crois qu'il y a des raisons d'adopter un discours volontaire et optimiste par rapport à ce que nous pouvons faire de notre nation. Mais il reste encore des actions à mener quand même bien sur le terrain pour apporter... Bien sûr, bien sûr. Nous sommes en train de travailler pour rassembler ces 10 000 volontaires. On est encore loin du compte. J'espère que l'occasion que vous me donnez d'en parler sera une occasion de mobilisation et de recrutement. Je compte sur vous. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais... il faut avoir confiance, il faut avoir la foi. La foi, c'est ce qui nous manque. Nous avons trop souvent encore tendance à regarder les obstacles, à analyser les obstacles, à critiquer, à dénoncer. Et nous ne passons pas suffisamment de temps à parler de ce qui est possible, de ce qui marche et de ce que nous pouvons continuer de faire. Et j'entends, moi, me concentrer sur ces aspects-là. On vous présente comme une militante engagée. N'êtes-vous pas plutôt... une martyre volontaire, Michel Ndoki? Je pense qu'il y a une petite contradiction dans les termes. C'est rare qu'on soit à la fois martyr et volontaire. Et non, je ne suis pas martyr. Il y a des vrais martyrs dans l'histoire de ce monde auxquels je ne voudrais pas me comparer. Vous avez été blessé et emprisonné. Et à un moment, cela fait de vous quand même une sorte d'alternative, non? Alors, oui, j'ai été blessée. Oui, j'ai été emprisonnée. Mon cas n'est pas le cas de la plupart des Camerounais, je suis d'accord. Mon cas n'est pas le seul, il faut le dire, il faut l'admettre. C'est pas ça qui compte, c'est pas ce que je retiens, c'est pas ça qui fait ma vie. Ce n'est même pas ça qui fait, à mon sens, ma carrière politique. Ce que je veux laisser comme marque, comme empreinte, comme souvenir quand je ne serai plus là, c'est le souvenir de ce que nous aurons fait ensemble, de ce à quoi j'aurais participé, des changements que j'aurais provoqués. Pas le souvenir des souffrances qui ont été les miennes. Il y a des personnes qui ont souffert bien plus que moi. Mais est-ce que vous regrettez votre passage à la prison quand même? Je ne le regrette pas, je ne m'en félicite pas, je n'ai pas de raison d'en être fière, ni d'en avoir honte. C'est un parcours de vie et c'est surtout quelque chose qui n'était pas du tout lié à moi. Alors, le président de la République, on va avancer un peu, le président de la République s'appuie sur certaines autorités et aux fonctionnaires pour gérer le pays. Et on a parfois l'impression, d'après le constat, qu'il y a beaucoup d'incompétence. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pourquoi certaines personnes restent toujours à leur poste malgré que les choses ne marchent pas toujours? Je ne partage pas votre indulgence. Je crois qu'on est bien au-delà des impressions. Je crois que l'incompétence de notre exécutif, puisque nous parlons de notre exécutif, est un fait avéré. Et je pense que ce n'est même pas un fait que les membres de cet exécutif discutent aujourd'hui. Ceux qui seraient francs, si vous êtes parlé avec eux, vous confirmerez ce que je dis. Parce qu'on juge de la compétence à l'aune des résultats. On ne la juge pas à l'aune de la durée en fonction, ni à l'aune des diplômes de la personne qui occupe les fonctions. On la juge à l'aune des résultats. Les ambitions que le dirigeant de cette équipe exécutive avait, qu'il a déclaré, le contrat sur lequel nous nous sommes engagé, il s'est engagé vis-à-vis de la nation camerounaise, a été constamment violé et rompu.
lui, en tant que leader politique, en tant que leader de l'exécutif, en tant que chef de cette nation, est incompétent. Pourquoi porte-t-il le chapeau alors qu'il donne plein pouvoir à certaines personnes d'exécuter des travaux d'aménagement afin que les citoyens puissent être comblés? Parce qu'il ne tire pas les conséquences des échecs de ses collaborateurs. C'est l'obligation minimale d'un leader. Oui, ce n'est pas lui qui conduit les engins qui réparent nos routes, mais c'est lui qui désigne la personne qui va s'assurer que ces engins soient effectivement conduits. Mais si à chaque fois, il faut détrôner ceux qui sont chargés de travailler et les remplacer, est-ce qu'on n'aura pas affaire à une sorte de ballet, de cours où chacun vient danser et repart? C'est une bonne question. C'est une bonne question, effectivement. Est-ce que on doit pardonner les erreurs et pardonner les échecs, l'absence d'atteindre des résultats, ou bien persévérer en espérant une amélioration? C'est un arbitrage à faire en fonction des circonstances. Dans notre cas, on a quand même plus de 40 ans de recul. D'accord? Et j'aime à rappeler que ce n'est pas 40 ans avec le même exécutif, c'est 40 ans avec le même président. Il a essayé plusieurs équipes. Il y a eu je ne sais pas combien de premiers ministres. Et aucun des ministres actuellement en fonction n'était en fonction à ce poste-là le jour où le président de la République a prêté serment. On est obligé de constater que ce n'est donc pas l'équipe. Parce que quelle que soit l'équipe qu'il choisit, il n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Peut-être est-il mal conseillé ou mal entouré parfois? Peut-être que oui, peut-être que non, ce n'est pas notre souci. Mais est-ce que l'ambition de cet homme de 82 n'était pas de rendre le Cameroun un pays prospère? J'étais en train de dire, ce n'est pas notre souci de spéculer ou d'essayer de deviner le sexe des anges. Vous devez vous souvenir, et tout le monde avec vous, qu'il y a des conséquences quand les résultats ne sont pas atteints. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens, des enfants qui sont déscolarisés, il y a du chômage, il y a des personnes qui décident qu'il vaut mieux pour elles prendre la route du désert à pied. On en parlera justement. Donc, je suis désolée, nous ne pouvons pas nous contenter de lui chercher des excuses. Et c'est d'ailleurs ça le problème. C'est pour ça que, en ce qui concerne les bâtisseurs de la nation, nous ne parlons pas de ce qui est bien fait, de ce qui est mal fait, mais de ce que nous pouvons faire, de ce qui est bien fait ou de ce qui est mal fait par les voisins, par le chef de l'État, par les ministres, par les députés, par les chefs de partis politiques. Nous parlons de ce que nous pouvons faire, nous, pour que la situation s'améliore. Voilà. On reviendra certainement avant la fin de cette émission. On va parler de la double nationalité, ce que vous pensez, ce que vous en pensez, parce que le Cameroun refuse la double nationalité à ses citoyens qui sont dans la diaspora. Pour vous, est-ce que cela ne met pas en mal le développement même socio-économique de notre pays? C'est une question extrêmement sensible, la question de la nationalité, qu'elle soit double ou unique. Je peux dire sur ce point que, premièrement, il est regrettable que la question soit liée simplement aux avantages que les uns ou les autres pourraient en tirer. La question de la nationalité est une question beaucoup plus profonde. La nationalité est le reflet d'un attachement. La nationalité est le reflet de la responsabilité que le pays a vis-à-vis de vous et que vous avez vis-à-vis de votre pays. Ça va au-delà de savoir si ça vous dispense du visa ou si, au contraire, ça permet à un dirigeant de contrôler qui peut voter, pas voter, etc. Ça va bien au-delà de ces calculs mesquins. Ceci étant, dans la situation actuelle de notre pays, oui, la diaspora peut jouer un rôle majeur dans le développement de notre pays. Et si elle joue ce rôle par attachement
à notre pays, il faut que cela soit reconnu. C'est pour ça que dans les autres pays, la double nationalité est reconnue. Donc, il y a une opportunité, un potentiel, et même des réalisations déjà aujourd'hui. Ils n'attendent pas un gouvernement pour contribuer. Les gens de la diaspora qui investissent dans notre pays, qui construisent, qui envoient de l'argent pour financer la scolarité des petits frères et tout, se comptent par centaines de milliers. Donc, il y a déjà quelque chose qui peut être fait. Et oui, c'est une question qu'il faut résoudre pour aller jusqu'au bout du potentiel que représente la diaspora. Mais d'après vous, qu'est-ce qui fait problème, puisque le président de la République avait pris l'engagement de s'occuper surtout de cette double nationalité, de donner même la double nationalité, et c'est un dossier qui est pendant à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas, moi, spéculer sur ce qui fait... J'insiste là-dessus. Ce n'est pas notre responsabilité de deviner ce qui se passe dans la tête des personnes qui sont en fonction. C'est leur obligation de nous expliquer. Mais pour des leaders politiques quand même, ceux qui vous suivent attendent de votre part des réactions. Tout à fait. Pas des réactions fortes qui vont amener peut-être le gouvernement à changer de cap aussi rapidement. Effectivement. Et c'est pour ça que je réagis en disant ce que je ferai en ce qui concerne la double nationalité. Oui, c'est un débat que j'ouvrirai de manière urgente parce que dans la situation économique, sociale et politique de notre pays aujourd'hui, c'est primordial d'aller chercher toutes les contributions que nous pouvons obtenir, et que si ça c'est un levier, il ne faut pas hésiter à examiner la question et à régler la question. Ça, c'est ce que je ferai. Ma responsabilité n'est pas du tout de vous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les législateurs n'examinent pas cette question. Pour sortir complètement de ce cadre de la diaspora, Michel Ndoki, un mot sur la BAS. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez des réactions, des faits, des actions et des gestes de ceux qui se disent la brigade anti-Sardina? Il faut que vous soyez un peu plus spécifique. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire à propos de la BAS. Une chose que j'ai déjà dite, ce n'est pas un scoop, de manière très nette, c'est que je ne crois pas en la violence. Et je n'y crois pas en particulier en tant que personne qui l'ait subie dans ma chair. Je ne crois pas en la violence comme mode de règlement des difficultés. Ça ne fait que générer un peu plus de violence. La personne que vous agressez aujourd'hui, vous la mettez en colère. Demain, c'est une personne en colère qui va agresser soit vous, soit quelqu'un d'autre. On n'en sort pas. Nous voulons construire une nation. Nous voulons construire une nation où nous sommes heureux de vivre ensemble, où nous sommes heureux de travailler ensemble. Donc, il faut être cette nation que nous voulons construire. Et on ne peut pas, aujourd'hui, être une personne de violence, d'agression, de rejet de l'autre et dire « c'est comme ça que je vais bâtir une nation inclusive ». C'est une chose. Est-ce que la BAS se résume à ça? Je crois que c'est une injustice à leur faire de le dire. La brigade anti-Sardina, c'est à la base, au départ, une réaction citoyenne à une malgouvernance généralisée et de la corruption arrogante et ostentatoire de nos hauts commis de l'État. Ça va même au-delà des membres du gouvernement. Cette indignation, ce n'est pas quelque chose qu'il faut reprocher à nos compatriotes qui sont militants de la BAS. Qu'ils se soient organisés pour porter à l'attention du monde la situation dramatique de leurs compatriotes dans leur pays, c'est quelque chose qu'il faut mettre à leur crédit. Mais avec est-ce que pour autant, permettez, est-ce que pour autant, j'y viens justement, à leur place, j'aurais utilisé les mêmes méthodes? Je l'ai déjà dit, non. Cela ne veut pas dire qu'ils ne soulèvent et qu'ils ne mettent pas le doigt sur un problème qui doit être résolu. Si le problème était résolu, on n'aurait plus besoin de parler de la BAS. Il faut quand même le dire. Alors, est-ce qu'ils pensent à la BAS qu'avec les actes de violence, ils pourraient être entendus?
Vous continuez de me poser des questions qui sont des questions pour les intéressés. Je ne peux pas vous répondre à une question qui concerne la BAS. Je ne suis pas la BAS. Il faut demander à la BAS. Je crois que d'ailleurs, c'est dommage que, en tant qu'hommes et femmes de médias, personne ne pense à les interroger. Il faut leur donner la parole et justement leur demander de s'expliquer sur les actes qu'ils posent. On ne peut pas dire que nous sommes des personnes de dialogue et être dans le rejet de cette organisation. On peut condamner les actes qu'elle pose, on peut condamner un certain nombre d'incidents, d'agressions, etc. Cela ne signifie pas qu'il ne faut plus parler à ces personnes. C'est avec cette attitude que nous avons fracturé le Cameroun comme il est fracturé aujourd'hui. Voilà. Alors, on va sortir complètement de ce dossier BAS. J'aurais envie de vous demander, c'est une question que je ne veux pas poser, mais mon cœur me dit d'y aller. Vous pensez que la BAS est peut-être portée par un mouvement au Cameroun ou pas? Je vais vous répondre quelque chose que vous avez déjà entendu. Demandez donc à la BAS. D'accord. On va avancer, Michel Ndoki. Des milliers de jeunes mettent leur vie en péril chaque jour pour prendre la route de l'immigration clandestine. Est-ce que vous pensez que c'est simplement parce que sur place, rien n'est fait pour retenir ces jeunes, ou ce sont des ambitions, une fois de plus, d'aller chercher bonheur ailleurs pour imiter soit des influenceurs ou devenir autre chose pour la famille? C'est une question qui me touche, voire me blesse. Pourquoi? D'abord parce que en tant que mère, je peux difficilement imaginer qu'on abandonne le bonheur pour aller le chercher ailleurs. Donc en tant que mère, en tant que parent, je crois qu'il est de notre responsabilité de créer un environnement où nos enfants sont heureux et où ils deviennent à leur tour des adultes épanouis. S'ils fuient cet endroit, par définition, ce n'est pas un endroit où on s'épanouit. Par définition, il y a quelque chose que nous n'avons pas fait correctement. Donc, c'est une raison pour laquelle la question de ces enfants qui prennent la route, et d'ailleurs, de plus en plus, il ne s'agit pas d'enfants. J'ai encore en mémoire l'histoire de cette dame de 37 ans, qui était mère d'un adolescent et qui a quand même décidé de prendre la route et dont la vidéo de ses derniers instants de vie dans le désert a été rendue virale. Ce ne sont donc pas des enfants. Et on ne peut pas leur faire le procès de considérer qu'ils agissent sans réfléchir et qu'ils agissent, c'est la pire insulte qu'on puisse leur faire, sans avoir essayé de s'en sortir ici. Ce sont des choses que l'on dit quand on veut rejeter sa responsabilité, se dédouaner, vous avez dit le mot. Nous avons la responsabilité, et ça ne changera pas. Nous avons la responsabilité de faire de ce pays un endroit où on se sente bien, un endroit où quand on travaille, on peut prospérer, un endroit dans lequel on se sent en sécurité et dans lequel chaque homme et chaque femme poursuivent avec honneur et dignité son rêve et contribuent au bien-être de tous. Quand chaque Camerounais sera capable de dire « moi, je peux témoigner que oui, dans ma vie, c'est ce que je fais pour mon pays », nous pourrons commencer à discuter de blâmer ceux qui veulent le quitter. En attendant, on ferait mieux de se mettre au travail. Il ne faut donc pas les blâmer, il faut les laisser partir. Je ne sais pas s'ils ont besoin de notre permission. Est-ce qu'il n'y a pas assez un laisser-aller dans ce pays pour sensibiliser la jeunesse contre ces voies qu'ils prennent, ces voies d'immigration clandestine? Est-ce que, au-delà de dire, OK, il n'y a pas beaucoup d'actions faites pour retenir ces jeunes, mais est-ce qu'il y a assez de sensibilisation d'après vous? De sensibilisation à quoi? Sensibiliser les jeunes. Excusez-moi, c'est une question rhétorique. Oui, vous avez été jeune avant eux. À quel moment dans votre parcours scolaire ou dans votre famille, on vous a assis à l'âge de 16 ans pour vous dire « Oh, tu sais, la route du désert, c'est pas bien. Aller devenir esclave en Libye, c'est pas bien. Se retrouver dans un camp de réfugiés en Italie, c'est pas bien. »
Il n'y a pas eu ce moment-là. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie et dans la vie des gens qui m'ont entouré, il n'y a pas eu ce moment. Mais ce n'est pas les mêmes périodes, les mêmes époques. Évidemment. Et c'est là qu'est la question intéressante. Plutôt que de vous occuper de sensibiliser des gens qui vivent mal à l'endroit que vous avez rendu inhospitalier, en leur disant, oui, mais bon, c'est vrai, c'est un endroit qui est invivable. Mais il faut rester là, parce qu'ailleurs, c'est encore plus invivable. Il faut rendre cet endroit vivable. Nous ne pouvons pas échapper, M. Ekoka, à cette responsabilité. Et c'est là que je reviens à l'essence de ma démarche, de mon combat aujourd'hui. C'est une responsabilité collective. Je ne blâme pas tel ou tel membre du gouvernement ou tel leader politique. Je nous blâme tous. Parce qu'à un moment, comme celui-ci qui est un moment de crise, tous, nous devons intervenir. Et l'intervention consiste à choisir, nous sommes capables de choisir un leader qui peut redresser ce pays. Nous avons une offre politique suffisante, nous avons une offre politique sérieuse, nous avons la responsabilité de faire ce choix cette année, en 2025. Et à ce moment-là, on verra les changements. Je rencontre, pour terminer sur le sujet, quand je suis en voyage à l'extérieur, des dizaines, des centaines de Camerounais qui me disent, vous savez, on est dehors contre notre volonté. Nous sommes ici à notre corps défendant. Faites quelque chose pour nous aider à rentrer chez nous. Donc, je ne crois pas que nos compatriotes rêvent par l'effet d'une malformation génétique de sortir de chez eux. Je crois qu'ils sont poussés dehors par une inaction de notre part et que si nous voulons que ça change, c'est nous qui devons changer. Nous devons choisir cette année un leader politique qui sera capable de faire ce qu'il dit et de dire ce qu'il fait. Un leader politique qui ne sera pas un absentéiste chronique, qui n'aura pas besoin que nous lui trouvions des excuses, parce qu'il sera attaché à produire des résultats, qu'il sera attaché à s'entourer de personnes qui produisent des résultats. C'est déjà arrivé dans ce pays, ça arrive tous les jours dans les autres pays, c'est notre tour en 2025. Facile à dire, Michel. Ah oui, est-ce que vous avez un plan précis par rapport à votre organisation Les Bâtisseurs et avec ceux avec qui vous voulez travailler, surtout pour sortir complètement de cet espace d'immigration clandestine? Nous avons un plan précis, nous avons une vision précise pour le Cameroun. Le plan, en ce moment, on est à l'étape du recrutement. Nous sommes en train de réunir des volontaires dans l'ensemble du territoire camerounais. Nous avons déjà, à l'heure où je vous parle, des points focaux dans au moins 5 régions sur 10. Nous avons un point focal dans le sud-ouest, dans le littoral, dans le centre, dans l'Adamawa, dans l'extrême nord. D'accord ? Nous continuons de travailler pour avoir des points focaux dans les différentes régions. Vous m'avez posé une question, je tiens à terminer de répondre. Nous avons des sessions de formation qui ont commencé pour dire à ces personnes et nous mettre d'accord sur comment nous allons effectivement observer le scrutin. Ceci vise à rassurer les compatriotes qui vont aller voter sur le fait que cette année, leur vote va être pris en compte. Quel est l'effet attendu? Que nous ayons un taux de participation record aux prochaines élections. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne peut pas bourrer des urnes qui sont pleines. Les fraudes que nous avons dénoncées en 2018 sont dues en grande partie à une sous-participation des électeurs. D'accord? Il faut corriger cela. Alors, Michel Ndoki, je vais revenir parce qu'on va se séparer dans quelques minutes. J'ose croire que les téléspectateurs qui nous regardent ce soir sont peut-être en train de s'abreuver à une source, mais on ne pourra pas vous poser toutes les questions qui trottent. Je vais revenir. Est-ce qu'en 2020, puisque vous aviez l'occasion d'être aux affaires, lorsque vous n'alliez pas aux législatives et aux municipales, qu'est-ce que vous ressentez? Et y a-t-il des regrets pour cette période? Je ne dirais pas des regrets. Il y a un constat qui est que c'était une mauvaise décision. Ce n'est un secret pour personne qu'elle a été imposée. Vous ne l'aviez pas dit? Oui, parce qu'à l'époque, c'était inopportun de le dire. Ça ne changeait pas la décision et c'était mauvais pour le parti.
Quand votre leader prend une décision, qu'elle est annoncée, il faut en prendre acte et conserver la cohésion du parti. Si vous commencez à critiquer votre leader, vous fissurez l'organisation. À ce moment-là, ça ne changeait rien et ce n'était pas opportun de me lancer dans la critique ouverte. Nous avons eu une discussion avec le professeur Kamto à l'époque sur la pertinence de cette décision. Plus tard, quand la base militante s'est désolidarisée à cause de ça, quand le peuple camerounais, les citoyens, les électeurs nous ont reproché de manière très nette d'avoir pris cette décision, nous avions le devoir de reconnaître cette erreur. Ma posture par rapport à ça aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas suffisamment reconnu, parce que nous sommes des êtres humains, tout le monde fait des erreurs. Nous avions le devoir de prendre acte de cette erreur de jugement et de nous corriger, remobiliser le parti pour le préparer pour les prochaines échéances législatives. Ce n'est pas le choix que les leaders ont fait, c'est leur responsabilité de choisir, ce n'était pas la mienne. Moi, ça ne me concerne plus. Mais à l'époque, est-ce que vous aviez quand même discuté avec quelques membres du directoire de cette décision qui ne vous arrangeait pas? Je vous l'ai dit, j'ai parlé avec le professeur Kamto et bien sûr que nous avons Au-delà parlé du entre professeur nous. Kamto, Non, qui bien lui sûr n'est pas que le parti. nous en avons parlé entre nous. C'est une réaction normale entre militants d'une formation politique. Et c'est très sain de discuter des décisions. Est-ce que c'est la seule erreur que le MRC a fait dans son parcours politique? Écoutez, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas fait la comptabilité des erreurs ou de l'absence d'erreurs. Je vous l'ai dit aujourd'hui, pour moi, ce qui compte, c'est ce que nous pouvons faire pour le Cameroun. Et j'espère que les bâtisseurs de la nation, c'est une réponse aux difficultés que connaît le Cameroun aujourd'hui. Michel Ndoki est-elle prête à travailler aujourd'hui avec tous les autres leaders politiques de ce pays? Si aujourd'hui une grande coalition se met en place et on a besoin de vous, y compris le professeur Kamto et tous les autres, vous allez y aller? Je suis prête à travailler avec tous les Camerounais et tous les êtres humains qui m'auront convaincu que c'est le bonheur du Cameroun qui est leur préoccupation. La toute dernière question, quelles sont les chances de l'opposition en cette année électorale? D'abord, il n'y a pas une opposition, il y a plusieurs propositions politiques sur la table. Quelles sont les chances? Ce sont les chances du meilleur. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, les Camerounais sont prêts à interroger les programmes et à se rassembler sur le meilleur programme qui leur sera offert. Merci beaucoup, Michel Ndoki. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et j'espère que les auditeurs sont réjouis en ce moment chez eux. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission Face à Face? C'est une émission intéressante. J'avoue que je n'étais pas sûre quand vous m'avez dit que vous ne connaîtrez pas le conducteur avant, mais c'est un exercice intéressant. Je pense que nous avons besoin de développer ces occasions de spontanéité. Ça permet de tester la sincérité des gens, donc j'espère voir bientôt d'autres leaders politiques à ma place aujourd'hui. Ils ont commencé à arriver. Merci beaucoup, Michel Ndoki. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. C'était Michel Ndoki, actrice politique et en même temps avocate. Vous avez suivi son interview dans Face à Face. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur les programmes de Carrefour Télévision. À la prochaine édition.